Depuis mes 14 ans, je payais tous les Noëls. Non pas qu'on me le demandât, mais on l'attendait. Maman appelait ça aider, papa plaisantait en disant que j'étais responsable pour mon âge. Mais année après année, pendant que Léa et Antoine déballaient leur montagne de cadeaux sous le sapin, j'étais celui qui, en silence, s'assurait qu'il y ait au moins un sapin. Cette année, ça devait être différent. Du moins, c'est ce que je m'étais laissé croire. Quand décembre arriva, la maison de mon enfance à Nantes sentait toujours le vieux pain et la cannelle fanée. En arrivant, ma valise traînait légèrement derrière moi, le vent froid de décembre me fouettait le visage. La lumière du porche était éteinte, les fenêtres sombres. Pas de rire, pas de musique jazzy du Bluetooth de maman comme chaque année. Puis la porte s'ouvrit. « Oh, tu es en avance, » dit maman. Elle sourit de ce sourire poli et contraint qu'elle réservait aux voisins, pas à la famille. Elle ne m'étreignit pas, se contenta de s'écarter, me laissant entrer comme un invité. À l'intérieur, le silence écrasait mes oreilles. Le couloir était rempli de nouvelles valises assorties, 4 au total, toutes luxueuses. La voix de Léa flottait depuis la cuisine, légère et insouciante. « Antoine, le complexe a même un service de majordome privé, tu peux y croire ?» Ma poitrine se serra. Je restai juste à l'entrée, ne me sentant pas à ma place. 3 mois, 2 boulots. Les matins à la petite boulangerie artisanale du coin, les soirs à la bibliothèque de l'université à Bordeaux. Je préparais mes propres déjeuners, sautais chaque coupe de cheveux, chaque petite dépense, tout cela pour une seule chose, les 3000 € que Léa m'avait demandé en novembre pour le voyage familial. Pour leur voyage familial. Papa entra dans le couloir, se raclant la gorge comme il le faisait toujours avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Mon chéri, on peut parler un instant avant le dîner ?» Ils me firent asseoir à la table de la cuisine. Le centre de table de Noël clignotait doucement, de petites bougies LED tentant de faire croire que tout était chaleureux et normal. Léa s'assit en face de moi, son sourire étudié n'atteignant pas ses yeux. « Il y a eu un changement de plan, commença-t-elle. Les chiffres à la boulangerie, eh bien, ils ne sont pas ceux que nous espérions. » Maman hocha rapidement la tête, comme pour la soutenir. « Nous avons pensé qu'il serait préférable que tu ne viennes pas cette année, mon chéri, » ajouta papa. « L'argent est déjà dépensé pour les réservations, mon cœur, tu comprends, n'est-ce pas ?» Je ne dis rien. Je fixai le petit arrangement de baies flottant dans des bols en verre, les serviettes pliées en triangle parfait, la façon dont personne ne pouvait me regarder directement dans les yeux. Ce n'était pas la première fois. Quand Léa avait gagné son concours d'éloquence au lycée, maman avait préparé un gâteau à 3 étages et imprimé des t-shirts personnalisés. Quand j'avais eu le rôle principal dans la pièce de théâtre du collège, elle était partie à la moitié du spectacle parce que Léa avait besoin d'aide pour un devoir. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent quand il s'agissait de Léa. 5 ans de plus, 13 centimètres de plus, 5 fois plus méritante, du moins à leurs yeux. Pendant des années, je m'étais dit que c'était normal, que j'étais le discret, que mon moment viendrait. Mais mon moment n'est jamais venu. Quand Léa est partie à l'université, je me souviens être resté sur le porche, lui faisant signe de la main alors que le SUV s'éloignait, pensant que peut-être, maintenant, j'aurais plus d'importance. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, je suis devenu l'échafaudage silencieux qui soutenait leur vie, celui qui n'avait pas besoin de grand-chose, celui qui s'assurait toujours que tous les autres aient assez. Même maintenant, les bagages dans le couloir n'étaient pas les miens. Même maintenant, le voyage qu'ils s'apprêtaient à faire, celui que j'avais financé, ne m'incluait pas. Puis mon téléphone vibra dans ma poche. Un message. « Devine quoi, petit frère ? Tu paies, j'appartiens. » C'était Léa. Ces mots me frappèrent comme un coup enveloppé de paillettes. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je me murmurai quelques mots qui pesaient plus lourd que n'importe quel cri, ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont effacé. J'avais 14 ans la première fois que j'ai payé un Noël. Cet hiver-là, le chauffage était tombé en panne. Papa avait dit que c'était de la malchance, mais la maison était restée froide pendant des semaines. J'avais pris des heures supplémentaires à la librairie après l'école, rangeant des étagères pour 6 € de l'heure. Le matin de Noël, les lumières clignotaient, la table était dressée, les chaussettes de Noël remplies. Maman avait serré Léa dans ses bras, embrassé papa et dit « C'est merveilleux que nous ayons pu rendre cela spécial. » Il n'avait jamais demandé d'où venait l'argent. Il n'en avait jamais eu besoin.
C'est ainsi que ça a commencé, en silence, naturellement. Comment ces choses arrivent-elles? Léa avait toujours besoin de plus. De nouvelles chaussures pour le débat, des frais pour les compétitions, des cours particuliers supplémentaires. Tu ne comprends pas, disait maman, elle a tellement de potentiel. Et oui, je comprenais. J'ai toujours compris. Quand est venu le temps de payer les frais de scolarité de Léa et que la bourse ne couvrait pas tout, j'ai vidé mon compte d'épargne. J'ai renoncé à mes propres candidatures universitaires. Tu auras ton tour, mon cœur, avait promis papa. Mais mon tour n'est jamais venu. À 19 ans, je travaillais 2 emplois. À 22 ans, 3. Loyer, nourriture, facture de services publics. Et pourtant, quand Léa a voulu étudier à l'étranger, j'ai garanti le prêt. Tu es un bon frère, a murmuré maman, me serrant la main comme si mon sacrifice était un cadeau dont je devais être fier, comme si renoncer était une vertu. Je ne tenais pas les comptes, pas alors. Mais je me vidais de mon sang, et il ne le remarquait pas. Chaque année, chaque Noël, c'était la même chorégraphie. Les cadeaux de Léa s'empilaient autour d'elle comme de petits monuments scintillants, étiquetés de rubans dorés, de cartes manuscrites du Père Noël. Même à 20 ans passés, des parfums, des bijoux, des chaussures de créateur. Mes cadeaux tenaient dans une seule boîte, une paire de chaussettes, une tasse à café. Parfois, rien du tout. Maman souriait, penchait la tête, tu es difficile à gâter, mon chéri. Tu n'as vraiment pas besoin de choses. Non, je n'avais pas besoin de choses. J'avais besoin d'être vu. Quand Léa a acheté un appartement avec son fiancé Antoine à Lyon, ils ont appelé cela leur accomplissement. J'ai cautionné l'hypothèque, payé la moitié des frais de clôture. Quand elle a perdu son emploi la première année de la boulangerie, papa m'a pris à part, mon chéri, ce n'est qu'un prêt. La famille est de la famille. Cette nuit-là, j'ai transféré 25 000 euros. Ce prêt n'a jamais été remboursé, ni même mentionné à nouveau. Et pourtant, j'étais toujours là. Je me présentais, je portais ce qu'il ne pouvait pas. Jusqu'à l'année dernière. Le dernier Noël, j'ai dépensé le dernier centime qu'il me restait pour le rendre parfait, encore une fois. Un dîner traiteur de Catherine, un salon privé dans son bistrot préféré à Paris. Des desserts personnalisés pour l'allergie aux produits laitiers de Léa, des options sans gluten pour maman, le canard confit préféré de papa. J'avais réservé la salle, payé les arts, envoyé les rappels. Mais quand je suis arrivé, il n'était pas là. L'hôtesse cligna des yeux en me voyant, vérifiant sa liste. C'était hier soir, dit-elle, souriant avec gêne. Ils ont eu toute la fête, carte de table, gâteau, tout. Je suis resté là, observant mon propre reflet dans la porte vitrée. La table à laquelle on ne m'avait jamais permis de m'asseoir. Plus tard cette nuit-là, maman a envoyé un message, « Oh mon chéri, nous avons pensé que tu ne pourrais pas venir. Ne t'inquiète pas, nous t'avons gardé une assiette. Nous te l'apporterons. » Ils ne m'ont pas oublié. Ils m'ont effacé. Et je l'ai permis. Jusqu'à cette année. Cette année, Léa a envoyé le message qui brûlait plus froid que n'importe quel vent de décembre, devine quoi, petit frère? Tu paies, j'appartiens. Je l'ai lu 2 fois. L'arrogance, la cruauté déguisée en plaisanterie. Il n'y avait même pas de honte. Ils avaient gagné en confiance dans leur effacement. Et c'est alors que quelque chose en moi s'est brisé. Pas avec des cris, pas avec de la rage. En silence. Froidement. Finalement, cette nuit-là, je me suis murmuré 4 mots qui changeraient tout, cette fois, non. Plus jamais. Pourtant, je me suis présenté. 24 décembre, 19 h. La lumière du porche était de nouveau éteinte. Pas de couronne, pas de bougie aux fenêtres. Juste le silence pressant contre la vitre. Pendant un instant, je suis resté là, respirant l'air glacé, la main posée sur la vieille poignée de porte en laiton qui cliquait toujours légèrement vers la gauche, comme elle l'avait toujours fait. Un petit défaut que personne n'avait jamais pris la peine de réparer. Comme tant d'autres choses ici. J'ai frappé à la porte. Le bois a grincé en s'ouvrant. Maman est apparue, son rouge à lèvres parfait, son expression étudiée, ni surprise, ni accueillante. « Tu n'aurais pas dû venir. » dit-elle doucement, d'une voix comme du velours enveloppant une lame. Derrière elle, j'ai pu voir un instant la table de la salle à manger entièrement dressée. Des rires,
des verres en cristal, des lumières chaudes se reflétant sur l'argenterie parfaitement polie. Pour une célébration à laquelle je n'avais jamais été invité. La voix de Léa flottait comme un parfum. « Antoine, tu peux croire qu'il pense toujours qu'il a sa place ici ?» Maman s'est écartée, à peine quelques centimètres, juste assez pour glisser quelque chose sur le seuil. Une boîte en carton. Sans ruban, sans carte. « C'est ton cadeau spécial, dit-elle. Puis la porte se referma, ferme, définitive. Le loquet fit un déclic derrière elle. Je suis resté là, un long moment, regardant la boîte à mes pieds. La neige commençait à tomber, de fins flocons coupant comme des cendres. Mon souffle embuait l'air froid tandis que je me penchais pour la ramasser. Elle pesait plus qu'il n'y paraissait. À l'intérieur, il n'y avait qu'une chose, une épaisse enveloppe. Mon nom imprimé sur le devant. Pas de « avec amour », pas de « de la part de maman et papa ». Juste mon nom, stérile et exact. Je l'ai ouverte avec soin, mes mains fermes. Des documents légaux. Un transfert de dette. Une dette à 6 chiffres. Une dette que je n'avais jamais signée, que je n'avais jamais acceptée. Mais elle était là, notariée, archivée et déjà traitée. Ils avaient transféré un des prêts impayés de la boulangerie à mon nom. En silence, stratégiquement, légalement. J'ai senti le sang me quitter le visage. La neige s'accrochait à mes cheveux, à mon manteau. Ma respiration était superficielle. Non seulement il m'avait effacé, mais il m'avait transformé en une arme. J'ai murmuré les seuls mots que j'ai pu trouver, « Joyeux Noël ». Et alors j'ai souri. Pas le genre de sourire pour les photos, mais celui qui n'atteint pas les yeux mais transforme la colonne vertébrale en acier. Parce qu'il ne savait pas ce que je savais. 2 semaines plus tôt, après le premier message arrogant de Léa, quelque chose en moi avait changé. J'avais engagé une avocate, en silence. La meilleure. Son nom était Camille Dubois. Elle n'avait pas scié quand je lui avais tout raconté, les signatures falsifiées, les transferts de prêts, les comptes cachés que je soupçonnais, la façon dont ma famille m'avait drainé financièrement, légalement, émotionnellement, pendant plus d'une décennie. Camille avait travaillé vite, registre public, autorisation bancaire, relevé d'adresse IP des dépôts électroniques, enregistrements vocaux de mes messages sauvegardés. Une trace de documents qui se déployait comme une toile d'araignée délicate mais mortelle. Ils ont été négligents, avait dit Camille, feuilletant les documents un soir dans son bureau. Ils comptaient sur votre silence. Je n'étais pas resté silencieux. Pas cette fois. Au moment où j'étais sur ce porche, tenant leur boîte de trahison, les documents étaient déjà déposés, les plaintes pour fraude activées, les requêtes en annulation en cours d'examen. 2 jours plus tard, le 26 décembre, Camille m'a remis ce qu'elle a appelé mon « cadeau de Noël », des lettres recommandées, des ordonnances judiciaires, un audit médico-légal complet, des comptes gelés, des accusations en suspens. La tempête qu'il n'avait jamais vue venir. Pour la première fois de ma vie, ce n'était pas moi qui n'étais pas préparé. C'était eux. Ils pensaient que je resterais encore silencieux. Ils pensaient que je signerais, que je paierais, que je nettoierais leur désordre, comme toujours. Mais le 28 décembre, exactement à 9 h du matin, le silence fut rompu. J'étais assis dans ma voiture de l'autre côté de la rue de leur maison, le moteur toujours en marche. Mon téléphone vibra une fois, notification de poursuite complétée. Camille avait agi vite, précise comme un scalpel. Le coup à la porte fut sec. Je ne suis pas sorti de la voiture. J'ai observé. L'huissier a remis les enveloppes. Maman a ouvert la porte, sa main tremblait en voyant le sceau. Sans maquillage cette fois, sans sourire forcé, juste une robe de chambre grise et des cheveux ébouriffés. Je ne l'avais jamais vue ainsi. Qu'est-ce que c'est ? Sa voix tremblait. Notification officielle, a répondu l'huissier. Accusation de fraude, d'usurpation d'identité, de délit financier. Ses lèvres se sont pincées, la même ligne serrée qu'elle utilisait toujours quand elle perdait le contrôle. Derrière elle, Léa est apparue, même maintenant, robe de soie, café à la main. Elle souriait comme si c'était toujours sa scène. Il doit y avoir une erreur, a murmuré maman, presque pour elle-même. Nous pouvons expliquer. L'huissier n'a pas scié. Les explications sont données au tribunal. Les comptes bancaires sont gelés. Les véhicules saisis. Les actifs commerciaux sous enquête fédérale. J'ai vu les doigts de Léa trembler. Le café s'est renversé sur le parquet.
Leur monde commençait à s'écrouler. En 72 heures, les comptes de la boulangerie étaient gelés, les transferts de prêts annulés, les autorisations frauduleuses exposées. Les traces numériques, les métadonnées des emails, les adresses IP depuis leur bureau à domicile. Chaque signature falsifiée, chaque document manipulé, maintenant entièrement documenté et tracé. Des années d'exploitation silencieuse, maintenant transformées en preuves légales exactes. Le 1er janvier, mon téléphone a sonné. Ce n'est pas ce que tu penses, a commencé maman rapidement, trébuchant sur les mots. Nous voulions juste protéger la famille. C'était pour toi, pour ton avenir. J'ai écouté en silence. Tu as toujours été fort, a-t-elle ajouté, d'une voix plus douce, cherchant ce vieux levier. Ta sœur avait juste besoin de plus de soutien. Je n'ai rien dit. Le silence pesait plus lourd. Une semaine plus tard, Léa est venue en personne. Elle se tenait devant mon bureau, le visage pâle, les yeux rougis. Tu ne vas pas laisser ça aller aussi loin, n'est-ce pas? Sa voix se brisait. Nous sommes une famille. Pour la première fois, elle a essayé d'utiliser ce mot comme monnaie d'échange. L'amour ne se négocie pas, ai-je dit doucement. Ses lèvres se sont ouvertes mais aucun mot n'est sorti. Les audiences ont commencé en février. Quand les accusations ont été lues, j'ai vu Léa baisser les yeux pour la première fois depuis des années, falsification, transfert de dettes non autorisées, fraude financière. Toutes les années que j'avais portées, maintenant exposées comme des preuves. 2 mois plus tard, le verdict est tombé. Les dettes ont été entièrement annulées. Les prêts frauduleux annulés. Les comptes commerciaux gelés indéfiniment. La maison saisie. La boulangerie fermée. Les biens personnels saisis en guise de compensation. Le monde confortable qu'ils avaient construit, démantelé pièce par pièce. J'ai visité la vieille maison une fois, une seule fois. Le printemps commençait à peine à briser l'emprise de l'hiver. Le porche s'affaissait, le jardin était négligé, les fenêtres vides. Cette maison n'était plus la mienne, mais maintenant elle l'était. J'ai glissé ma main sur le chambranle de la porte, comme je le faisais quand j'étais enfant. Sauf que maintenant, le poids en moi était différent. Je n'étais plus le fond de leur célébration, je n'étais plus leur ressource. Je m'étais retrouvé. La maison respire différemment maintenant. Elle n'est pas vide, elle n'est pas tendue. Juste calme, honnête. Je me tiens dans l'entrée, ma main posée sur le cadre où pendaient autrefois les portraits de famille. Les crochets sont toujours là, de petites marques sur le mur comme des blessures cicatrisées. Les photos ont disparu depuis longtemps, rangées ou brûlées dans leurs propres esprits. Pendant des années, j'étais ici, non vu, présent mais invisible. Maintenant, je suis juste présent. Et entièrement ici. Il n'y a pas de voix qui résonne de la salle à manger. Pas de rire derrière des portes closes où je n'ai jamais été invité. Pas d'obligation qui vibre sur mon téléphone, déguisé en aide et en famille. Juste la quiétude. Les documents légaux sont signés. La maison m'appartient désormais. Les dettes annulées, la fraude exposée, démantelée, enterrée sous des jugements judiciaires et des audits financiers qu'ils n'auraient jamais imaginé que je serais capable d'orchestrer. Pendant des années, j'ai été le personnage secondaire de leur histoire. Maintenant, l'histoire est la mienne. Et curieusement, cela ne ressemble pas à une victoire. Cela ressemble à une expiration, pour la première fois, après avoir retenu mon souffle trop longtemps. Je passe la plupart des matins sur la vieille balançoire du porche, celle que grand-père réparait quand la chaîne se détachait. Elle penche toujours légèrement vers la gauche. Je ne l'ai jamais réparée. Quelle penche! L'air printanier porte le léger parfum du cèdre, de la pluie et de la terre humide. Je bois mon café, observant les rouges-gorges voler entre les arbres que maman appelait son sanctuaire. Elle n'a jamais vraiment fait attention aux arbres, elle aimait juste leur apparence sur les photos. Je les observe pour ce qu'ils sont, vivants, imparfaits, grandissant quand même. Ils n'ont pas appelé depuis le jugement, à part un message de maman, nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Tu as toujours été fort. Nous comptions sur toi parce que tu n'as jamais eu besoin de grand-chose. J'espère qu'un jour tu comprendras. Sans excuse, sans assumer de responsabilité. Je n'ai pas répondu. Parce que, finalement, j'ai compris ce qu'il m'a fallu des décennies pour saisir, ils ne m'ont jamais oublié, ils ne m'ont jamais perdu de vue. Ils ont choisi de ne pas me voir. Leur cécité n'a jamais été accidentelle.
Elle était utile. Tant que j'étais utile. Parfois, je me surprends à parcourir la maison, me remémorant de petits moments vifs et précis. Les Noëls où les cadeaux de Léa occupaient la moitié du salon, tandis que les miens s'empilaient soigneusement, un ou deux au maximum, toujours emballés par le magasin, jamais à la main. Les anniversaires oubliés ou reportés. Les réussites à peine reconnues. Les années où je payais silencieusement les factures, transférais des fonds, couvrais leurs urgences, pensant qu'avec le temps, mes sacrifices me recoudraient dans le tissu familial. Mais le sacrifice n'achète pas l'appartenance. Il nourrit seulement l'attente. Et quand vous cessez d'être utile, il passe à autre chose, sans hésitation. 3 semaines après le jugement, une enveloppe est arrivée, sans expéditeur. À l'intérieur, une seule clé. J'étais sur le point de la jeter, mais quelque chose en moi m'a retenu. L'arrière-boutique. L'arrière-boutique de papa, celle où il ne m'avait jamais permis d'entrer. Ce ne sont que de vieux dossiers, disait-il. Rien à te soucier. Le cadenas s'est ouvert plus facilement que prévu. L'air à l'intérieur sentait la poussière, le papier et des années de secret. Les boîtes étaient empilées soigneusement le long des murs, chacune étiquetée de l'écriture soignée et en lettres capitales de papa. J'ai soulevé les couvercles, un par un. Des dossiers financiers. Des relevés bancaires. Des documents de prêt. Des dizaines, avec ma signature falsifiée. Mais au fond de la dernière boîte, quelque chose d'inattendu m'attendait. Un dossier usé, attaché avec une ficelle. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines. Toutes adressées à moi. De la part de mon grand-père. Des cartes d'anniversaire que je n'ai jamais reçues. Des notes de félicitations pour ma remise de diplôme, des promotions que je n'ai jamais entendues de lui en personne. Des mots écrits de son écriture soignée, parfois tremblante, mais toujours remplis de quelque chose que personne d'autre ne m'a jamais offert, la fierté. Je te vois, même quand eux ne te voient pas. Tu portes ce que les autres ne reconnaissent jamais. Un jour, tu tiendras debout par toi-même, parce que tu ne leur as jamais demandé de te porter. Des années de sa voix préservée, cachée. Il me les avait cachées toutes ces années, toutes ces paroles volées avant que je ne puisse les tenir. Je me suis assis sur le froid sol en béton, lisant jusqu'à ce que mes mains se crampent, ma gorge brûlait, non de rage, mais de la douleur silencieuse d'être aimé en secret. Il m'a vu, même quand eux refusaient. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures. Les serrures de la maison. Les serrures à l'intérieur de moi. Les nuits sont différentes maintenant. Je m'assois près de la cheminée avec la boîte de lettres à mes côtés. Les flammes crépitent, le vent murmure doucement contre les fenêtres. Il n'y a pas d'appel. Pas d'urgence. Pas de crise de dernière minute déguisée en obligation familiale. Juste la quiétude. Pendant des années, j'ai attendu d'être remarqué, d'être appelé, d'être invité, d'être finalement choisi. Je n'attends plus. Je ne vérifie pas mon téléphone. Je ne vérifie pas la boîte aux lettres, espérant une réconciliation enveloppée de culpabilité. Ils avaient raison sur une chose, j'étais le fort. Mais pas pour les raisons qu'ils croyaient. Parfois, quand le vent change de direction la nuit, je pense à Léa, à maman, à la version d'eux qui appelait autrefois cette maison, chez soi. Pas avec rage. Pas avec pardon. Juste avec reconnaissance. Ils ont choisi leur version de la famille. J'ai choisi la mienne. La paix n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des applaudissements. C'est simplement l'absence de ce bruit que l'on confondait autrefois avec l'amour. Et dans ce silence, enfin, j'appartiens à moi-même.